Bonjour, bienvenue à Dijon, ville d'art et d'histoire. Je suis Michel, conservateur du fort de la Motte-Giron et je vais vous faire découvrir les infrastructures très méconnues du public de ce fort, ouvert principalement aux Journées européennes du patrimoine. Je me trouve à l'heure actuelle devant une construction très méconnue que je vous ferai découvrir en fin de visite. À la suite de la guerre de 1870, l'état-major français s'est inquiété de savoir pourquoi les Allemands s'étaient tant acharnés pendant les 3 batailles de la guerre à Dijon et dans les environs. L'état-major a donc décidé de fortifier la place d'armes de Dijon, 10 000 hommes, en ceinturant cette ville de 8 ouvrages militaires, 6 forts, un réduit et une redoute. Et le fort de la Motte-Giron, qui était situé à 420 mètres d'altitude, était prévu pour défendre le canal de Bourgogne et la gare PLM Paris-Lyon-Méditerranée, axe stratégique pour l'époque qui permettait de convoyer des troupes dans plusieurs axes de la France. Donc le fort a été construit sur 6 hectares à raison de 1500 ouvriers par jour, plus un bataillon d'infanterie pour régler la logistique. Et cet ouvrage est construit dans la roche sur 4 étages et pouvait accepter 720 hommes, 56 canons et 18 chevaux. Ce fort n'a pas subi les outrages de la guerre, il a simplement servi de lieu d'entraînement, de stockage et 3 fois de prison. À la suite de quoi ce fort est un peu tombé dans l'oubli. Donc maintenant, je vous invite à franchir le premier portail, à passer sur le pont dormant qui permettait d'accéder à la fortification. Ce pont, il était équipé d'un pont mobile, système tripied, avec des contrepoids latéraux de 750 kg de plomb, qui empêchaient l'ennemi de franchir les fossés, qui font 5 mètres de profondeur, et de rentrer à l'intérieur. La grille n'est pas d'origine, elle a été reconstituée suite à un acte de malveillance de la porte d'origine qui a été brûlée par 2 forgerons d'art de la ville de Dijon et cette grille a été copiée à l'identique sur le fort Regret à Verdun. Elle fait à peu près 1200 kg avec un portillon d'infanterie flanc droit. Sous le porche, il y a 4 postes de garde avec des destinations différentes. La télégraphie, le casernier qui comptabilisait un petit peu comme un comptable, le poste de garde où il y avait toujours un piquet de garde qui gardait l'entrée du fort et surtout un lieu de détention pour les turbulents. Sous l'entrée principale, il y a une salle qu'on appelle la salle au contrepoids qui permettait d'actionner ce pont-levis, si l'on peut dire, qui permettait donc de refermer l'entrée sécuritairement. Ce pont a été bétonné après la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, suivez-moi, nous allons découvrir la première caserne, la caserne de Gorges. Allons-y. Nous voici donc dans la cour de la première caserne, la caserne de Gorges ou la caserne du Parado, où étaient installées toutes les casemates pour le fonctionnement du fort. Vous aviez donc à gauche la casemate pour le commandant de l'infanterie, à droite la casemate pour le commandant de l'artillerie, au fond les 2 grandes portes étaient des écuries, à gauche vous aviez différentes casemates pour le fonctionnement du fort, à l'avant-dernière vous aviez une tisanerie de 18 lits. Avant les infirmeries, on se soignait donc avec des plantes. Et la dernière casemate était le logement du gardien de batterie et de sa femme qui occupait le fort en cas de désinfection de l'armée. Allez, suivez-moi. Nous voici donc arrivés dans la cour de la grande caserne parallèle, où pouvaient dormir 700 hommes. Vous aviez donc à droite la boulangerie et donc 2 fours qui ont été détruits du système Lespinasse qui permettait de cuire les rations de pain. Ces fours fonctionnaient au charbon. Chaque ration par homme faisait 750 grammes. Ils mangeaient beaucoup de pain à cette époque. À gauche, dans le grand couloir, les lavabos. Et vous aviez des dortoirs qui étaient donc à gauche et à droite de cet ensemble, qui est quand même assez magistral. Donc maintenant, nous allons découvrir un dortoir équipé.
Nous voici donc arrivés dans une casemate de casernement, c'est-à-dire un dortoir qui pouvait accepter 48 soldats. Les dortoirs étaient équipés de lits modèle 1876, à 2 places au rez-de-chaussée et à 2 places au premier étage, comme on pourrait dire. Ces lits étaient équipés d'un petit marchepied pour pouvoir accéder au-dessus. En bas était prévue une tablette à correspondance et au-dessus une tablette à paquetage pour mettre les sacs à dos. Sur ces lits étaient installés des râteliers pour 4 fusils qui correspondaient au nombre de personnes qui dormaient sur les lits. Ces lits sont devenus excessivement rares et ceux-ci proviennent d'un fort au-dessus de Briançon. À côté, pour chauffer la pièce, un poêle qui date de 1867 et qui fonctionnait au charbon. Ces poêles étaient équipés d'un cendrier, d'un foyer, d'un four et au-dessus, quand on enlevait la coupole, pour réchauffer la gamelle. Dans ces forts, il n'y avait pas de réfectoire. On mangeait dans la casemate de casernement, assis sur un tabouret avec la gamelle coincée entre les genoux. Ces casemates étaient décorées à l'origine. Les peintures n'ont pas été refaites, elles ont été réappuyées et dans certains endroits, il y a 16 couches de décors successifs. Ces peintures sont devenues très rares dans les forts en France et on a la chance d'avoir ces peintures magistrales en bon état. Et maintenant, nous allons pénétrer dans les sous-sols du fort, dans la galerie enveloppe qui fait 600 mètres, pour voir les infrastructures de combat et les postes de commandement pour monter les munitions sur les pas d'artillerie. Alors nous voilà arrivés dans la galerie enveloppe qui fait 600 mètres de long, on est vers le Saillant 4 et cette architecture souterraine est assez formidable. On voit ici l'empierrement, les moellons comme ils sont ajustés dans ce monte-charge. Dans le cul-de-four il y avait un crochet et on remontait les obus à l'aide d'une poulie en bois pour ne pas provoquer des étincelles qui auraient pu enflammer la poudre noire. Vous avez aussi au-dessus un puits de commandement pour l'officier d'artillerie qui commandait justement les munitions qui était monté sur les emplacements d'artillerie qui se trouvent encore à l'étage supérieur. Et à ma droite, vous avez un débouché d'infanterie flanc droit qui permettait d'aller au-dessus dans les positions d'artillerie. Et vous avez 2 créneaux de fusillade à contre-pied qui défendaient l'entrée de cet escalier. Et maintenant, nous allons quitter la galerie enveloppe pour monter sur les superstructures de fort à l'endroit du poste optique. Nous voici donc arrivés devant cet endroit insolite, le poste optique, architecture un peu curieuse qui englobait à l'intérieur un système optique de la marque Mangin pour communiquer en ligne directe à la plus grande distance avec le fort Chailleuse à Besançon, distant de 86 km dans cette direction. Architecture unique puisque c'est le seul poste optique qui reste en Bourgogne. Ce système Mangin était alimenté soit par une lampe à pétrole, soit par le soleil avec des miroirs de renvoi de ces rayons à l'intérieur de cette tour de communication optique. 6 créneaux directionnels pouvaient communiquer dans différents axes, justement en cas d'attaque pour prévenir ou pour donner des ordres. La visite est terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Vous n'avez pas tout vu, mais j'espère vous rencontrer de nouveau lors d'une prochaine manifestation qui se déroulera dans le fort. À bientôt.